Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à ce webinaire Nouvelles taxes de mise en circulation en région wallonne qui sera animé pour la partie intelligente et intéressante par Patrick et pour le côté anecdotique et historique par moi. Donc, comme ce webinaire a quand même un aspect sérieux à la base et va le rester jusqu'au bout, je vais lui céder la parole. Merci Serge pour cette brillante introduction. Alors voilà, ça c'est ce que l'on connaît actuellement. Vous connaissez tous donc la TMC en Wallonie se compose à deux composantes, une basée évidemment sur la puissance du moteur, enfin sur les chevaux fiscaux ou les kilowatts, et donc il y a un montant qui va être dégressif en fonction de l'âge du véhicule, donc il y a un montant qui est fixé en fonction de la puissance du moteur et qui est dégressif en fonction de l'âge du véhicule. Et puis alors on a effectivement cet écomalus également lorsque les véhicules émettent plus de 146 grammes de CO2 au kilomètre. Donc ça, c'est la situation actuelle. Tous les véhicules qui sont immatriculés jusqu'au 30 juin, eh bien, les propriétaires de ces véhicules recevront des invitations à payer une TMC calculée sur base de ces deux critères-là. Jusqu'au 30 juin, après le 30 juin, à partir du 1er juillet, donc on parle bien d'immatriculation des véhicules. Donc cela veut dire que les véhicules qui seraient commandés et qui seraient livrés après le 1er juillet, qui seraient déjà commandés avant le 1er juillet, mais livrés et immatriculés après le 1er juillet, vont tomber dans le champ d'application de cette nouvelle TMC qui reste basée sur la puissance du moteur, mais on supprime l'élément, cet élément d'écomalus et on le remplace par d'autres facteurs, par trois facteurs qui sont liés aux émissions CO2 du véhicule, à la masse du véhicule et aussi au type de carburant qui alimente le véhicule. Serge, est-ce que tu peux nous dire comment on est arrivé finalement à cette formule un petit peu alambiquée? Et on va voir qu'il peut avoir des conséquences quand même assez importantes, où les facteurs, l'application des facteurs va avoir des conséquences importantes sur la variation du montant de base, même pour certains modèles, certains modèles d'une même gamme vont voir leur TMC évoluer en fonction de ces différents critères. On le verra tout à l'heure sur base d'exemples. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Comment est-on arrivé à ça? Alors, c'est un dossier qui est très vieux parce que je pense qu'il s'est étendu sur 3 législatures avec notamment des ministres de la mobilité, ce qui n'est déjà pas fréquent, ministres de la mobilité qui ont pris la main sur ce dossier alors que quelque part c'est un dossier budget. Et donc avec des visions qui étaient éminemment différentes compte tenu de leur couleur politique et de leurs ambitions. Donc, il fallait bien démarrer de quelque part, et le quelque part, c'est le montant de base, ce qui a arrangé globalement tout le monde, dans la mesure où le montant de base, il est articulé sur la puissance du véhicule, et que la puissance du véhicule a toujours été et est resté un critère que les différents gouvernements souhaitaient conserver dans le calcul. Alors, première réflexion, alléluia, on est quand même passé à côté du drame, et le drame eût été que la taxe de circulation, comme c'était dans le projet initial, fasse aussi partie de la réforme. Nous avons pu sauver ça. C'est comme vous le verrez tout à l'heure, on peut atteindre pour certains véhicules jusqu'à 9 000 euros de montant maximum de taxe de mise en circulation, ce qui aurait équivalu finalement à plus de 3 000 euros de taxes de circulation annuelle. Bon, ça, c'est la première réflexion. Et pour ce qui concerne ce montant de base, mais comme justement le critère CO2 et d'autres critères que nous allons détailler par la suite interviennent, ça ne servait plus à rien, évidemment, de maintenir l'écomalus, qui était quelque chose de bricolé à la hâte pour pénaliser les véhicules les plus polluants directement. Voilà pour la première partie de la petite histoire de cette réforme de la taxe de mise en circulation. D'accord, merci Serge pour le côté anecdotique. Euh, Donc, on vous l'a dit, enfin Serge vient de vous le rappeler, une des composantes et la première composante que vous allez devoir prendre en considération pour calculer
La TMC d'un véhicule que vous allez vendre, acheter ou même immatriculer. Alors donc on parle bien ici, pour bien cadrer, on parle bien des véhicules qui sont immatriculés au nom de personnes physiques ou de personnes morales autres que les sociétés de leasing. Donc à ce niveau-là, Serge, sauf erreur, il n'y a pas de changement par rapport à la situation actuelle. On y reviendra aussi en fin de webinaire sur ce qui ne change pas. Première composante, c'est la composante de la puissance du moteur. Mais vous voyez là, à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. C'est le tableau qui est bien connu, avec une dégressivité, vous voyez, à partir de 5 ans, enfin une dégressivité qui est prévue jusqu'à 5 ans de 10%, et puis après de 5% par an après 5 ans et jusqu'à 15 ans, avec un minimum de 61,50 €. Nouveauté qui est introduite dans la réglementation, c'est que ce montant de base va être indexé annuellement à partir du 1er juillet. Mais bien entendu, ici, la réglementation entre en vigueur le 1er juillet de cette année. Donc, la première indexation interviendra à partir du 1er juillet 2026. Je fais un petit aparté et je parle rapidement de la région bruxelloise. Attention, depuis l'année passée, la TMC en région bruxelloise fait l'objet d'une indexation. Ce sera communiqué dans un prochain bulletin d'infos. Les montants de cette indexation vous seront communiqués. Et donc ici, ce qui change au niveau de la puissance du moteur, c'est le montant que l'on va prendre en considération. Eh bien, il sera indexé annuellement à partir du 1er juillet 2026. Petit, Autre, petit... Oui, pardon, vas-y. je t'en prie, autre élément, Serge, qu'il faut prendre en considération, il y a aussi une particularité pour les véhicules hybrides. Oui, il y a une particularité pour les véhicules hybrides, mais je ne sais pas si tu veux déjà en Oui, on parler peut déjà en parler. à ce niveau-ci. Euh, oui, Oui, puisque bon, pour les véhicules hybrides, selon une pratique administrative, pour déterminer le montant à prendre en considération, oui, pour déterminer la puissance à prendre en considération, on ne doit prendre en considération que la puissance du moteur thermique. oui, Donc, on ne prend pas en considération, ça va avoir une influence évidemment sur l'application de on le verra tout à l'heure, ça va avoir une influence très forte peut avoir une influence très forte sur l'application de la formule, puisqu'on ne prend en considération si on ne prend en considération que la puissance du moteur thermique et non pas la puissance totale oui, thermique plus électrique. oui. Voilà, ça c'est une Et, remarque aussi importante à oui. prendre en Et, considération. voilà, et second rappel, mais ça vous le savez déjà, mais ça va avoir une incidence qui était déjà pas mal importante et qui l'est encore davantage dans la nouvelle fiscalité. N'oubliez pas que les véhicules utilitaires vendus à des particuliers sont taxés comme des voitures. Et ça, l'incidence de cette nouvelle fiscalité est maintenant tout à fait déterminante par rapport à ces véhicules-là. On verra des exemples plus tard. Tout à fait. Deuxième critère à prendre en considération, ce sont les émissions CO2 du véhicule. Donc, vous allez consulter le COC ou les documents du véhicule et vous allez retrouver les émissions CO2 du véhicule. Et ces émissions, vous allez devoir les diviser soit par 115 si c'est une vieille voiture qui a encore été fait l'objet d'un test selon le cycle du NEDC, ou divisé par 136. Donc vous aurez par exemple un véhicule qui fait 100 grammes de CO2 au kilomètre, eh bien vous diviserez 100 par 136, donc vous allez devoir prendre en considération 136e si c'est un véhicule du cycle WLTP. Par contre, pour les véhicules qui circulent, donc qui sont à l'électricité ou à l'hydrogène, là, cette formule, donc CO2 divisé par X, est remplacée simplement par un coefficient de 1. Donc, finalement, là, quand on a un véhicule électrique ou hydrogène, cela n'a pas d'influence sur l'application de la formule. Alors, Est-ce deux petites correct? remarques par Voilà. rapport à ça. La première, c'est
le 115-136 dans le dénominateur X que vous voyez au-dessus à droite de votre écran, ce dénominateur est une variable. Donc, on est en fiscalité, donc ça veut dire que le gouvernement s'est chargé un fusil à deux coups parce que le plus grand danger depuis le début de du calcul de cette réforme, c'était de louper le budget. Le budget fiscalité auto est un budget important pour la région wallonne. Et donc, on avait le double problème. Quelque part, est-ce qu'on fait cette fiscalité à titre vertueux pour inciter le grand public à acheter des voitures plus respectueuses de l'environnement? Bravo, mais s'ils le font, ils vont payer moins d'impôts. Et s'ils paient moins d'impôts, la recette, évidemment, va se ressentir. Donc, évidemment, pour éviter de devoir revoter un budget dès lors que on n'atteint pas le résultat souhaité, cette variable va pouvoir être modifiée. Alors, officiellement, on dit que ce nombre de grammes, il représente la moyenne des véhicules mis en circulation l'année N-1. Alors, bon, on peut essayer de le croire, c'est peut-être vrai ou pas tout à fait. Mais cette variable-là, tout comme la suivante, la variable Y, dont Patrick vous parlera plus tard, peut être modifiée à tout moment. Eh bien, je vais en parler tout de suite de la variable Y. Donc, on a déjà ici trois éléments, donc c'est-à-dire la puissance du moteur, les émissions CO2 du véhicule et également le poids du véhicule. Donc, de nouveau, une fraction avec ici au dénominateur, bien, on a Y qui est égal à 1838 kg. Donc, qu'est-ce que c'est ces 1838 kg? D'où ça sort, Serge? Alors ça c'est la masse maximale autorisée. Alors, désolé, je fais beaucoup d'anecdotes, mais on a un peu le temps, on va en profiter. Au départ, l'idée, c'était quoi? Ben, c'était de dire, bon, les véhicules les plus lourds sont les véhicules les moins vertueux, ce sont les plus dangereux en matière de sécurité routière, enfin, tout le blabla habituel qu'on a connu, notamment lors de la dernière législature très orientée écolo. Sauf que le poids en ordre de marche est extrêmement difficile à trouver et singulièrement sur les véhicules plus anciens. Donc, il a fallu se rabattre sur quelque chose qu'on trouve assez facilement sur le certificat de conformité. Et la seule chose qu'on trouve facilement, c'est la masse maximale autorisée. Alors, pour les quelques followers qui ne seraient pas issus du monde automobile, la masse maximale autorisée, c'est quoi? Ben, c'est le poids maximum que la voiture peut supporter par son propre poids et lorsqu'elle est chargée. C'est très injuste, évidemment, pour certaines voitures, parce que si vous prenez un petit 4x4, sans citer de marque, un petit 4x4 japonais, avec des suspensions très costaudes, ça peut avoir une masse maximale autorisée élevée, tout en étant que la voiture elle-même n'est pas très lourde. Euh, donc, il va y avoir des différences, des injustices dans le traitement des véhicules qui vont être taxés à partir de maintenant. Et c'est notamment lié au fait que il a bien fallu choisir quelque chose qui rappelait le poids, mais qui n'est pas le poids. Ça, c'est à retenir. Et je vous le dis déjà maintenant parce que ça va se traduire par la suite. Attention, mille fois attention, cette fiscalité n'est pas intuitive du tout. Mhm. Patrick nous a préparé des exemples et des contre-exemples. Ne vous fiez pas à ce que vous croyez voir. Une voiture qui paraît lourde et puissante, automatiquement va coûter très cher. C'est pas nécessairement vrai. Et l'inverse non plus. Oui, vous allez le voir tout de suite, on a un bel exemple à ce niveau-là. Donc ici, on va prendre la masse maximale autorisée que l'on va diviser par 1838, donc, qui est une moyenne, comme Serge vient de vous l'expliquer. Alors, ces trois premiers facteurs, eh bien, il y a des véhicules pour lesquels, éventuellement, vous n'auriez pas accès aux données, tout simplement parce que ce sont éventuellement des véhicules qui sont importés ou qui sont des véhicules atypiques. Eh bien, pour ces véhicules-là, le gouvernement, ça c'est une mesure qui a été décidée, vous le voyez, par le nouveau gouvernement. Donc, ils ont décidé d'introduire des valeurs par défaut pour la puissance en kilowatts, pour les émissions CO2 et pour la masse maximale autorisée. Vous retrouvez tous ces montants ici repris dans ce tableau que je ne vais pas parcourir avec vous, mais vous voyez par exemple
pour les véhicules hybrides essence, on a des émissions CO2 qui sont fixées à 196 grammes, ce qui est extrêmement... Un véhicule hybride essence électrique, c'est extrêmement haut, n'est-ce pas, Serge? Voilà, c'est un Oui. exemple. C'est un exemple de. En fait, ils reprennent aussi les mêmes émissions. Ils fixent le niveau d'émission au même niveau que un simple véhicule essence, donc 196 grammes par CO2. Donc, Oui. vous avez tout intérêt à avoir tous les documents et à accéder à toutes les données des véhicules pour pouvoir appliquer cette formule. Voilà, c'est un grand changement par rapport au passé pour ceux qui ont été dans le cas, et je pense peut-être à ceux d'entre vous qui sont habitués à négocier des véhicules un peu plus rares du début des années 2000 ou de la fin des années 90 ou des véhicules de luxe de cette époque-là. La tendance était de dire ne grattons pas trop parce que finalement, il vaut mieux passer par le forfait qui sera toujours plus favorable que le montant calculé. Ce n'est plus vrai nécessairement parce que vous voyez qu'aujourd'hui les véhicules hybrides essence électrique, on tourne toujours autour de 5 à 15 grammes. Ici, on en compte quand même 196. Hein. Donc, je vous conseille très fort de vous diriger vers le constructeur. Alors, je sais que dans certains groupes, notamment qui ont été englobés, c'est de plus en plus difficile d'avoir des résultats pour des véhicules plus rares, comme des Maserati et des choses comme ça. Mais ça vaut quand même la peine de faire la démarche ou de réfléchir avant d'en racheter une euh, et de calculer à l'avance ce qu'elle risque de coûter à son futur acquéreur. Alors, il y a encore un critère à prendre en considération qui est ce critère d'un coefficient qui a été fixé donc, par le gouvernement en fonction du type de combustible, si on peut appeler l'électricité un combustible, donc qui est utilisé pour alimenter le moteur du véhicule. Il y avait, Serge, il y avait donc une Mouture. première grille qui avait été fixée notamment pour les véhicules et qui contenait trois catégories de véhicules électriques. Cette grille a été revue par le gouvernement actuel pour éviter de pénaliser trop fortement les véhicules électriques qui sont finalement les moins puissants. Et donc, vous voyez que de trois catégories, on est passé à quatre catégories de véhicules. Donc, vous avez dans la dernière colonne les coefficients. Vous voyez qu'il y a une différence au niveau des coefficients qui a été introduite par le gouvernement, justement pour éviter que les voitures citadines, les voitures moyennes et polyvalentes ne soient trop impactées par cette nouvelle formule. Par contre, pour les limousines sportives et hypersportives, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire pour les véhicules dont la puissance du moteur est égale ou supérieure à 250 kW. On verra aussi que la puissance du moteur va aussi avoir un impact, ce coefficient va aussi avoir un impact sur le résultat final de l'application de la formule. On va voir ça tout de suite dans les exemples que l'on va vous présenter tout de suite. Serge, un petit commentaire là-dessus? Oui, à l'époque où la majorité des décisions ont été prises, même s'il y a encore eu des changements, et Patrick vient de nous le rappeler, c'est un changement qui a été ajouté par ce gouvernement. Faut bien comprendre qu'on a un ministre de la Mobilité en Wallonie qui est anti-voiture, et pas seulement anti-voiture thermique, il est anti-voiture tout court. Donc, quelque part, favoriser les voitures électriques par rapport aux voitures thermiques, certainement, mais inciter à l'achat de voitures, qu'elles soient électriques ou thermiques, non. D'où une certaine réalité qui s'est traduite dans la fiscalité, où les voitures électriques, finalement, coûte à la mise en circulation quand même nettement plus cher, notamment qu'en Flandre, et plus cher aussi que les conditions de départ qui étaient extrêmement favorables. Ici, vous retrouvez un tableau qui simplifie donc cette composante, ce coefficient lié au combustible utilisé pour alimenter le moteur. Donc, vous voyez ici toute une échelle
Donc, pour les véhicules thermiques, eh bien, le coefficient sera de 1, et pour les véhicules hybrides, il sera de 0,80. Et puis alors, on voit qu'effectivement, cela diminue. Et pour les véhicules électriques ou hydrogène de moins de 120 kW, le coefficient est très, très réduit. Et on verra que cela a aussi une influence sur l'application de la formule. Alors, au slide suivant, on a ici bien la formule complète avec une synthèse de tout ce qui vient de vous être expliqué. Donc, on retrouve le montant de base, les CO2 du véhicule divisé par 115 ou par 136, selon que l'on ait un véhicule NEDC ou WLTP, qui sera un véhicule donc à propulsion partiellement ou totalement thermique. Pour les véhicules électriques ou à hydrogène, le coefficient à appliquer est un coefficient de 1. Troisième composante, c'est la masse que l'on va diviser par 1838. Attention, ces composantes peuvent éventuellement être revues par le gouvernement. Et enfin, on a le dernier critère qui vient d'être commenté, c'est le critère du combustible. Critère du combustible, eh bien, qui va varier en fonction de la puissance du moteur et principalement au niveau des véhicules électriques. Là, on va vraiment avoir une échelle en fonction de la puissance du moteur électrique. Alors maintenant, on va rentrer dans quelque chose de plus concret pour vous, puisque eh bien, on a calculé pour certaines catégories de véhicules. C'est juste pour vous donner un aperçu et on a essayé de choisir des exemples assez criants finalement de cette nouvelle fiscalité. Et pour rappel, ben, vous allez pouvoir aisément faire la comparaison avec le régime fiscal de la TMC actuelle jusqu'au 30 juin, puisque le premier élément de la composante, eh bien, sera l'élément de le montant de base, donc c'est la taxe telle qu'elle devrait être payée actuellement, en général, en tout cas pour les moteurs thermiques. Euh, et en tout cas pour les véhicules pour lesquels il n'y a actuellement pas d'écomalus qui doit être ajouté. Donc j'ai pris ici pour commencer deux petits exemples, deux petites voitures. Ben, on va, ben, ici la première c'est la Renault 5, voiture de l'année, voiture électrique avec une masse maximale autorisée, vous voyez, de 1810 kg. Mais surtout ici, j'ai pris la version de base avec un moteur dont la puissance est de 60 kW. Donc 60 kW, ça veut dire que l'on va avoir un montant de base de 61,50 €. On va avoir, qui va être multiplié, eh bien, le coefficient au niveau des émissions CO2, il n'y a pas de division à faire. On applique simplement le 1, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence. On divise on prend en considération la masse et puis après le coefficient de carburant pour arriver à une TMC de 0,60 €. Je Ce qui est jette un très pavé dans la raisonnable. mare, Patrick. Oui, Peut-être, j'espère en tout cas, j'espère qu'on ne se trompe pas. Je me oui. demande si j'ai pas lu quelque part que de toute façon, on était sur un montant strict minimal de 61,50 €. Bon, voilà. Euh, Oui, correct. Et alors, il y a un montant maximum aussi qui est fixé à 9 000 €. C'est oui, ça? oui. Donc, montant minimum, effectivement, de 61,50 €. Et donc, ici, pour une Dacia Sandero, on fait le même calcul et on arrive, vous voyez, de nouveau à un montant de 45 €. Et donc, on appliquera aussi le montant minimum de 61,50 €. Donc, Renault 5 et Dacia Sandero, finalement, on a la même taxe de mise en circulation. Si c'est ça, la bonne conclusion, Serge. Ce qui est, voilà un exemple double exemple assez parlant, puisqu'on a d'un côté eh bien, une VW T-Roc et d'autre part une Skoda Kodiaq hybride. Alors, quand on compare l'évolution du montant de la Volkswagen T-Roc, du T-Roc après application de la formule, eh bien, on se rend compte qu'on reste dans une TMC assez proche de la TMC actuelle, puisqu'on constate qu'il n'y a une augmentation que de 3 €. Par contre, ici, par application de la formule, en ce qui concerne le Skoda Kodiaq, eh bien, on va arriver finalement
à aussi devoir appliquer le montant minimum de la taxe de la TMC, puisque par application de la formule, comme on ne prend pas en considération les 45, donc les 45 kilowatts électriques, on ne prend en considération pour déterminer la puissance du moteur, pour déterminer le montant de base, que les 110 kilowatts. Donc je prends 110 kilowatts, et bien de nouveau le montant de base est de 867 €. Après application de la formule, on arrive bien à un montant finalement de 60 €. Donc on est en dessous du montant minimum et on applique le montant minimum, ce qui est assez remarquable. Alors l'exemple suivant est aussi tout à fait remarquable puisqu'on prend, et c'est ce que Serge évoquait tout à l'heure, une grosse limousine, on va l'appeler comme ça, puisque c'est une Mercedes S580e 4matic, donc une voiture hybride. Bien de nouveau, on ne prend en considération, vous voyez, 270 kilowatts. On va prendre en considération uniquement la puissance du moteur thermique. Donc, on prend en considération, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'influence puisqu'on prend de toute façon le montant maximum. Mais regardez, après application de la formule, on arrive à un montant de 779 €. Donc Venant des là, 5 000, hein, puisque si vous venant de l'aviez 5 000. immatriculé avant le 30 juin, c'est 4 957. Hein, donc là, il y a quand même des questions à se poser. Alors, à titre de comparaison, une Tesla Model S Dual Motor, eh bien, vous avez une TMC de 1 450 €. Vous aurez, franchement, c'est un exercice que vous devez faire, que je vous invite à faire. Appliquer cette formule, c'est une application, elle s'applique de façon assez simple, hein. Une fois qu'on a compris, intégré les différentes données à prendre en considération. Mais c'est un exercice assez intéressant à faire et comme on l'a insisté, vous voyez, c'est vraiment du cas par cas et on va vous le montrer aussi dans les slides suivants. On a pris des exemples de camionnettes. Vous avez à votre droite un Fiat Ducato. Vous voyez que si c'est un particulier, on parle bien de particulier puisque lorsque une camionnette en région wallonne est immatriculée au nom d'une personne morale ou d'une personne physique mais qui exerce une activité professionnelle, qui a un numéro donc de TVA ou un numéro d'entreprise est identifié dans la BCE, il n'y aura pas de TMC et la taxe de circulation va être calculée en fonction du poids du véhicule. Mais ici, on parle bien de camionnettes qui seraient éventuellement immatriculées au nom de particuliers. Par application de la formule, vous voyez que l'on passe pour un Ducato thermique, donc diesel, que ce soit diesel ou essence, finalement, on va appliquer la formule de façon assez proche, et donc on arrive à un montant de 3 253 €. On passe de 867 € à 3 253 €. À titre de comparaison, même si ce n'est pas tout à fait la même catégorie de véhicules, vous voyez ici que pour un Ford e-Transit Custom, donc véhicule électrique, et j'insiste au niveau de la puissance du moteur, ici on prend un 100 kilowatts, on arrive à un montant, après application de la formule, à un montant de 15 €. Donc pour un véhicule électrique, ici on va appliquer en général un montant minimum de 61,50 €. Mais ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que quand on prend deux véhicules de la même gamme, mais ici je prends le Ford e-Transit que je viens de vous présenter, mais je prends sa version puissance 160 kilowatts, ou même il y a encore une version plus puissante à 215 kilowatts de mémoire, eh bien là, on va avoir une augmentation quand même relativement sérieuse de la TMC, puisque après application de la formule, on arrive à une augmentation de 100 fois plus, si je ne me trompe pas, Serge, c'est bien ça? Oui, tout à fait. 100 fois plus. Ceci dit, on était déjà pas mal. Hein, on passait de 867 à 4 Voilà. 957. C'était pas mal non plus. Hein, mais ici, on réduit étrangement. Enfin, le multiplicateur est plus grand, mais l'écart finalement l'est moins. Donc, ce qui simplement nous attire l'attention sur
bien faire attention à qui est votre client. S'agit-il d'un particulier, auquel cas il faut vraiment être pointu sur le calcul de la TMC. Tout à fait. Voilà, ça c'était quelques petits exemples. Et puis il y a encore un élément qui a été introduit par le gouvernement. Donc il y avait déjà une mesure qui visait à soutenir les familles nombreuses qui avait été décidée par le gouvernement précédent, mais le gouvernement actuel maire engagé, a décidé quand même que 100 € accordés aux familles nombreuses, ce n'était pas assez sur la réduction de la TMC. Donc, le montant initialement prévu est passé à 250 €. Mais ce qui a aussi été introduit, peu importe donc, indépendamment de la motorisation du véhicule, ça peut être un véhicule thermique, hybride, que ça peut être un véhicule neuf ou d'occasion, mais attention, seuls les véhicules, on va dire, mais familiaux vont pouvoir bénéficier de cette, en tout cas c'est ça qui est visé, qui va pouvoir bénéficier de cette mesure, puisque la masse maximale autorisée du véhicule doit être comprise entre 1838 kg et 2750 kg. Donc ce sont les véhicules d'un gros gabarit qui peuvent bénéficier de cette réduction. Bénéficient également de la réduction les parents qui ont des enfants en garde alternée, mais de façon égalitaire. Et aussi, chose importante, cette mesure est limitée à un véhicule par ménage. Cette mesure, elle va entrer directement en vigueur pour tous les véhicules immatriculés à partir du 1er juillet 2025. Ensuite, on a une seconde réduction qui, elle, a été introduite par le gouvernement actuel, qui n'existait pas encore dans le texte tel qu'il avait été voté et tel qu'il devait en principe entrer en vigueur ici à partir du 1er juillet 2025, puisqu'il y a eu des modifications qui ont été introduites par le gouvernement et par le Parlement encore très récemment, et notamment une des modifications, c'est celle-ci, c'est la réduction pour les familles monoparentales. On a de nouveau, donc comprenant au moins un enfant, bon, réduction spécifique de nouveau de 250 €, c'est le même montant. Pour des véhicules dont la masse maximale autorisée cette fois-ci est inférieure à 2750 kg. Une des conditions, il faut que les bénéficiaires perçoivent l'allocation familiale monoparentale au moment de l'immatriculation. Donc il va falloir pouvoir prouver que donc la personne qui immatricule le véhicule va devoir prouver qu'elle est bien bénéficiaire de cette allocation familiale. Il y a des liens qui doivent être faits entre les différentes administrations pour pouvoir appliquer cette mesure-là, ce qui explique que cette mesure n'entrera en vigueur que le 1er juillet 2026, c'est-à-dire pour les véhicules achetés par des familles monoparentales immatriculés, à partir du 1er juillet 2026, donc dans un an. Et de nouveau, cette mesure-ci, elle n'est applicable que pour un seul véhicule, et ces réductions, elles ne sont pas cumulables. Alors, dernier point, ah oui, pardon, chose importante, Serge, les véhicules oldtimer, c'est quand même un marché aussi important. Donc, on a un montant forfaitaire de 65 €, condition, bien, là, il n'y a rien qui change. On va avoir une durée d'immatriculation et le véhicule doit être immatriculé sous plaque O. J'ai un écho. Oh, pardon. Donc, véhicule qui doit être immatriculé sous plaque O. Sinon, si le véhicule n'est pas immatriculé sous plaque O, eh bien, on va avoir une TMC normale qui sera applicable et il faudra appliquer. Donc, si vous avez un véhicule qui a plus de 30 ans et que vous souhaitez circuler dans les conditions normales et l'immatriculer sous une plaque, immatriculer sous une plaque normale, eh bien, vous devrez appliquer la formule telle qu'elle vient d'être expliquée. Voilà, vous l'aurez compris. Vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Mais vous l'aurez compris, les véhicules hybrides sont les grands vainqueurs de ce match. Et je parle des véhicules hybrides partiellement électriques, puisque selon le législateur, une voiture essence et LPG est une voiture hybride. Et donc, dans la formule, bénéficie bien d'une réduction de 20% au titre de véhicules hybrides. C'est assez cocasse, mais c'est comme ça, hein, le fameux C en réalité. Mais c'est évidemment aujourd'hui
lié au test WLTP qui est extrêmement favorable aux véhicules hybrides, puisque vous voyez des voitures, par exemple, où vous a montré l'exemple de la Skoda, bon, ben, elle fait quand même, les deux puissances confondues, cumulent quand même, grosso modo, 200 chevaux, et on a finalement, au terme, 9 grammes d'émissions, et la grosse Mercedes qu'on vous a montrée, masse maximale autorisée 3 tonnes, elle émet 16 grammes. Donc, d'une manière générale, la seule chose qui est intuitive dans cette fiscalité, c'est ça, c'est que les véhicules hybrides seront les grands favorisés. Gardez quand même en tête qu'à un moment donné, on ne va pas être les seuls à s'en rendre compte, qu'il y a déjà une réflexion qui est menée autour de ce test ULTP et un certain doute qui s'installe dans le chef du législateur sur le bien fondé d'estimer que ces véhicules font une dizaine de grammes. Mais enfin, en tout cas, actuellement, c'est le cas et ceux qui en font l'acquisition peuvent en profiter. Voilà, c'était la petite parenthèse hybride. Alors, moi, je vais conclure. Dernière chose, bien, ce qui ne change pas, quand même préciser ça. Ce qui ne change pas, c'est la taxe de circulation annuelle. On a une taxe de circulation, ben, comme vous le savez, elle va être indexée ici au 1er juillet, comme chaque année. Il n'y a rien du tout qui change et grâce notamment à l'action de Serge, qu'il n'y a rien qui change. On a échappé au pire, n'est-ce pas, Serge? Merci à toi et à tous ceux qui ont fait du lobbying pour éviter cela. Deuxièmement, les exonérations existantes de la TMC, je pense notamment, par exemple, aux personnes invalides ou handicapées qui ont la possibilité d'acheter un véhicule avec une TVA réduite de 6%, eh bien, ces personnes-là peuvent aussi bénéficier d'une exonération de la TMC. Il y a une démarche à entreprendre pour réaliser cela et j'attire votre attention sur, en ce qui concerne les personnes invalides ou handicapées, sur un article qui a été publié dans le dernier, de mémoire, le dernier bulletin d'info qui vous rappelle ce régime particulier en matière de TVA. Et puis alors aussi pour les sociétés, eh bien les sociétés, là, il faudra faire évidemment une différence entre si la société eh bien, achète le véhicule en son nom propre et l'immatricule en son nom propre, eh bien là, c'est la nouvelle TMC qui va devoir être appliquée. Si le véhicule est pris en leasing opérationnel, ce sera également, ce sera par contre, si c'est un leasing opérationnel, j'allais me tromper, c'est la TMC uniquement basée sur la puissance du moteur qui sera applicable, puisque dans les 3 régions, on rencontre, et en Flandre, c'est la même chose. Vous savez qu'en Flandre, ils ont aussi une formule particulière de calcul de la TMC depuis de nombreuses années déjà. Eh bien là aussi, les véhicules immatriculés au nom de sociétés de leasing, eh bien, la TMC reste calculée de façon, je vais dire, traditionnelle. Et nous savons aussi que la plupart des sociétés de leasing bien, sont situées en Flandre, pas très loin de nous d'ailleurs, Serge, puisque nous sommes au bureau à Mobilhome qui se trouve à l'avenue Jules Bordet à Evere. Et donc, ils sont là à quelques centaines de mètres de nous, quelques kilomètres. Voilà, Serge, y a-t-il des questions dans le chat? Alors, j'ai eu 2 questions auxquelles j'ai pu répondre. C'était d'une part, est-ce que c'est bien uniquement la puissance thermique qu'on se réfère pour les véhicules hybrides? Oui, uniquement la puissance thermique. Donc, le cas du Skoda Kodiaq qu'on vous a montré, 150, 150 chevaux thermiques ou 110 kW thermiques et 45 électriques, eh bien, on ne considère pas la puissance électrique. Alors, un petit aparté sur ce sujet, ce n'est écrit dans aucun texte. Et c'est une conversation qu'on a eue avec le cabinet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est interprété de cette manière par l'administration qui en est consciente, sur instruction du cabinet qui en est conscient, mais c'est pas immuable. Il se peut très bien qu'un jour, on dise, voilà, note de service, la puissance électrique de ces véhicules doit être prise en compte dorénavant. Ce sont des choses qui pourraient arriver, mais c'est volontairement que cette puissance actuellement n'est pas prise en compte.
La deuxième question concernait l'application de la réduction de familles nombreuses aux véhicules électriques ou hybrides. Oui, elle s'applique évidemment dans la limite des 61,50 € de taxe minimum. Donc, si vous avez de fait une voiture dont la fiscalité est déjà très faible, eh bien, la réduction ne s'appliquera que partiellement. Voilà pour les deux questions. Attendez, je vois peut-être une troisième. Non. Voilà, voilà. Non, c'est tout ce que j'ai eu comme question. Voilà. Y a-t-il des participants qui veulent poser une question en direct? Alors, toujours plus avantageux en Flandre, voilà, j'arrivais. Alors ça, malheureusement, on ne peut plus le dire parce que, comme on en a discuté avec Patrick à plusieurs reprises dans ce petit séminaire, il y a des différences telles entre les différents véhicules que si vous voulez comparer la Flandre et la Wallonie, vous allez avoir des véhicules, à mon avis, les full électriques seront toujours plus intéressants en Flandre, mais les hybrides le sont très certainement en Wallonie. Voilà. Aujourd'hui, évidemment, le cas difficile, c'est le gros SUV diesel puissant. Là, c'est clair que ça va faire mal. Au maximum 9 000 €, c'est encore quelque chose qu'on a pu obtenir en lobby parce qu'il n'y avait pas de plafond maximum. Alors, il y a toujours cet amusant, cette petite guéguerre Flandre-Wallonie, même si elle s'est partiellement apaisée aujourd'hui, elle existe encore un petit peu. Et comme le super plafond en Flandre est de 10 000, eh bien, les Wallons ont décidé de le mettre à 9. Voilà. Bien qu'on ne peut de toute façon pas décider la région dans laquelle on se fait fiscaliser, mais je crois que c'était juste un petit pied de nez pour les quelques supercars qui vont être concernés. Alors, pour une société de leasing établie en Wallonie, qu'en est-il pour la TMC? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de société wallonne de leasing. Il n'y en a plus. Il y en avait une, c'était Peugeot Nivelle. Elle s'est déplacée en Flandre. Et de toute façon, là, la fiscalité du leasing reste particulière. Quid de l'écomalus? Il disparaît en cas de réimmatriculation de personnes physiques. Avant, on ne repayait pas une nouvelle TMC quand on réimmatriculait à la même personne. Oui, ça, sur les règles d'IMAT, ça ne va pas changer. Non, ça ne change pas. Il n'y a rien qui change. Un véhicule qui est réimmatriculé au nom. Donc, la TMC, ça vise quoi? Ça vise la mise en circulation du véhicule. Attention, attention aussi pour ceux qui feraient des immatriculations d'un jour. Si vous le faites au nom de votre société, vous allez être concerné aussi par cette nouvelle fiscalité, c'est-à-dire par l'application de cette nouvelle formule. Donc, soyez très prudent avec les véhicules que vous allez devoir immatriculer et désimmatriculer. Et n'oubliez pas que la seule façon pour récupérer une TMC, et ces principes ne changent pas, c'est juste. Donc, tous les principes que vous connaissiez et que vous appliquiez auparavant pour l'exigibilité de la taxe de mise en circulation restent. Le simple fait d'immatriculer un véhicule, eh bien, c'est une présomption que le véhicule va être mis en circulation. Le simple fait de l'immatriculer rend la TMC exigible, même si vous désimmatriculez le véhicule le jour même ou vous désimmatriculez le véhicule très rapidement, voire même le jour même. Par le passé, il y a 20 ans d'ici, quand les échanges d'informations n'étaient pas optimum ou online comme ils le sont aujourd'hui entre les différentes administrations, effectivement, comme il y avait des listes d'immatriculation qui étaient transmises par la DIV, je vais dire à un certain laps de temps, au SPF Finance, à l'époque, on parle quand l'impôt était encore fédéral, il y avait effectivement certains véhicules qui étaient retirés de la liste, étaient immatriculés, mais désimmatriculés, donc qui n'étaient pas transmis au SPF Finance. Mais donc ça, c'était simplement une question de transmission d'informations au SPF Finance. Aujourd'hui, tout est fait online, donc il n'y a plus de possibilité d'échapper à cela.
La seule possibilité pour récupérer une TMC, c'est de revendre le véhicule en intracommunautaire dans les 6 mois de l'immatriculation du véhicule. Et aussi, effectivement, pour quelqu'un qui a immatriculé un véhicule et qui le réimmatricule quelque temps plus tard au nom de donc même personne, eh bien là, il n'y aura effectivement pas de TMC qui sera due puisque c'est la première mise en circulation qui rend la taxe exigible. Alors, je reçois une question, Patrick, qui est un peu particulière et à laquelle je me réfère à toi. Nous avons une société qui fait de la location auprès de différents clients, mais à petite échelle comparée aux grosses structures. Pouvons-nous apporter des justificatifs pour bénéficier de ce système? Pour bénéficier de quel système? Ah ben, j'imagine de la fiscalité wallonne. De la fiscalité des voitures des sociétés de leasing? Et ça n'est pas précisé dans la question. À mon sens, pour pouvoir bénéficier de la simple TMC, il faut être enregistré et reconnu comme société de leasing. Oui, j'imagine. Une société de location, pour moi, ne tombe dans l'application, sauf erreur de ma part, tombe dans l'application de la formule habituelle. D'accord. Oui, c'était oui. La question, c'est bien ça. Oui, donc effectivement. Alors, vous devez être enregistré non pas comme négociant en Société véhicule, mais comme société de de location de leasing. véhicules, Comme société de leasing. de leasing, pardon. Alors, la MMA est-elle la masse reprise sur le carnet d'immatriculation sous la rubrique masse maximale technique admissible? Oui, c'est bel et bien celle-là. C'est d'ailleurs à peu près la seule que vous trouverez sur le carnet d'immatriculation, dont on rappelle qu'elle n'est pas toujours, elle n'est pas toujours en regard du véhicule, mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà, mais il me semble que la foire aux questions se calme. S'il y en a encore et si vous n'avez pas eu le temps de les poser, n'hésitez pas à revenir vers nous. On fera de notre mieux pour vous répondre. Et c'est qu'on a été Peut-être, relativement clair. Ah, voilà. peut-être, Ah, suite à un souci de connexion, tu peux remettre la formule, s'il te plaît. Une dame qui a perdu la connexion. On va vous envoyer, de toute façon, tous les participants, vous allez recevoir le... de toute façon, c'est une chose que je voulais justement rappeler pour tous ceux qui auraient eu des problèmes de connexion, qui se seraient absentés, qui auraient été dérangés pendant notre webinaire ou qui l'auraient pris en cours. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir un lien. Donc, notre collègue qui nous assiste va vous envoyer un lien. Sonia va vous envoyer un lien qui vous permettra de revoir le webinaire que nous venons d'animer avec Serge. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes les informations. Il y a également, vous allez recevoir les slides. J'ai vu qu'il y a l'une ou l'autre petite coquille que je vais rapidement corriger. Et puis alors, vous recevrez également le bulletin d'info. De toute façon, ici, dans les prochains jours, vous allez recevoir le bulletin d'info qui contient un article qui réexplique tout cela également. Donc, vous allez avoir une information, je pense, assez complète. Voilà, j'ai une question encore de Monsieur Lambrecht. Malheureusement, je ne peux pas répondre parce que nous n'avons pas une vision suffisamment globale. On trouve des calculateurs sur Internet. Sont-ils fiables? Ben, méfiance quand même, quoi. C'est pas très difficile à faire. Alors évidemment, Non. il faut avoir le carnet de la voiture et notamment pour la masse maximale et pour le CO2. Donc j'entends bien que c'est pas toujours évident si vous traitez par téléphone ou ce genre de choses, mais soyez quand même prudent. N'oubliez pas qu'il y a aussi des véhicules qui n'ont pas eu toute leur vie une carrière en Belgique et il peut y avoir des différences. Tant au niveau des options et donc de la masse maximale, ce sera limité évidemment, mais que du CO2, qui peuvent les faire passer dans une tranche supérieure puisque le montant de base est quand même toujours articulé sur l'ancienne fiscalité et notamment en matière de puissance. Ben, vous savez comme moi qu'à 1 kilowatt près, on peut doubler le montant de base. Moi, je vous invite quand même, quand vous avez un véhicule sur lequel vous émettez un doute, de faire le calcul vous-même.
Oui, le plus compliqué est de retrouver les données, en fait, hein. Oui. La formule est relativement simple à appliquer. Elle paraît compliquée comme cela, mais pour avoir fait les exercices moi-même, une fois que vous avez toutes les données, c'est assez, enfin, on sait rapidement s'y retrouver. Donc, ici, vous allez avoir de toute façon toutes les données qui vous permettront, je répète, vous allez recevoir un mail avec toutes les informations qui vous permettront d'appliquer cette formule. Et le plus compliqué, le plus difficile est de retrouver les données exactes du véhicule. Je confirme ce que Serge vient de dire. Et finalement, ben, voilà, c'est ça le plus compliqué. Alors voilà, j'ai encore deux, trois petites questions, réflexions, finalement assez rapides avant qu'on ne clôture. Voilà, Frédéric, je n'ai pas compris le calcul au niveau du poids du véhicule pour la TMC. À quoi correspond le Y estimé à 1838? Donc en fait, c'est quoi? C'est officiellement la moyenne de la masse maximale autorisée des véhicules qui auraient été mis en circulation l'année dernière. Donc, on va dire que c'est le poids moyen. Ça veut dire que vous devez comparer la masse maximale autorisée du véhicule qui vous intéresse par rapport à ce 1838. Ce qui veut dire que si vous avez un montant de base de 4957, vous le multipliez par le volume de CO2 de la voiture, par exemple 9 grammes, divisé par 136, et pareil pour la masse maximale autorisée. Si vous avez 2400 kg, vous allez faire 2 fois 2400 divisé par 1838 et le C représente quant à lui le carburant. Voilà, donc c'est simplement, vous prenez la masse maximale autorisée de votre véhicule et vous le divisez par 1838, sachant que ce 1838 est variable dans le temps. Merci, bon appétit, ça nous fait plaisir, à vous aussi. Y aura-t-il un simulateur en ligne pour le calcul de la taxe? C'est pas encore dans le pipe, mais à mon avis, on en fera un très certainement, et je pense que le SPW va en mettre en disposition. C'est très, très vraisemblable. Attention, encore une fois, s'il y en a un, attention aux véhicules qui ne sont pas d'origine belge, il peut y avoir des différences. Pourquoi les sociétés de leasing n'ont pas le bénéfice de la nouvelle formule? Mais euh, bénéfice, façon de parler, c'est pas toujours le cas, hein. Les Mais sociétés de leasing, c'est simplement un accord interrégional. C'est-à-dire que la fiscalité sur les voitures de leasing a fait l'objet, ben, je pense, Serge, d'un accord interrégional et de toute façon, les régions ne peuvent pas modifier cette fiscalité-là sans un accord entre elles. Donc voilà. Donc voilà. la région wallonne n'avait pas la compétence pour modifier la fiscalité des voitures de leasing. Voilà. Et aujourd'hui, évidemment, aucune société de leasing n'ayant son siège social en Wallonie, si cette fiscalité devait disparaître, ce serait au profit de la fiscalité flamande, voire bruxelloise pour les sociétés qui seraient installées en région Bruxelles-Capitale, puisque c'est le lieu d'immatriculation du siège social de la société qui immatricule qui est pris en compte. Voilà, merci à tous. Je vois on nous propose un calculateur, voilà, mais j'espère de readytoroad.be. J'espère qu'il est fiable. Mais ça, maintenant, vous avez la formule, ça mérite quand même de comparer quelques voitures dont Mmh. vous avez les coordonnées pour voir s'il est parfaitement fiable. Moi, enfin, je pense que Patrick va partager avec moi. Si quelque chose sort au niveau du SPW, on peut s'y fier. Si quelque chose sort de chez nous, on peut s'y fier. Le reste, évidemment, c'est à vos risques et périls. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre participation. Merci Serge pour la collaboration. Merci Patrick et merci Sonia qui est restée dans l'ombre mais qui nous a transmis les questions et qui a organisé ce webinaire. Et, bien une prochaine fois, j'espère la prochaine réforme pas avant 10 ans. Voilà. Voilà. Eh bien, bon appétit à tous et bon après-midi, bonne fin de journée.